L'ADN nous le dit. En analysant le chromosome Y, j'ai constaté qu'il n'y avait aucun lien entre Richard III et ses parents par lignée masculine encore vivants aujourd'hui. L'ADN extrait des ossements du roi Richard III révèle une histoire que les livres d'histoire ont passée sous silence pendant des siècles. C'est le récit d'un secret de famille choquant, enfoui au cœur même de la lignée royale. Il ne s'agit pas seulement du célèbre mystère des princes de la Tour. En effet, l'analyse génétique a révélé quelque chose de bien plus fondamental. Une découverte qui suggère une immense supercherie au sein de la monarchie anglaise. Ce que personne ne vous dit, c'est que le droit de régner reposait sur le sang. Et le sang de Richard raconte une histoire bien différente et beaucoup plus sombre. Une tombe royale profanée. Pendant plus de 500 ans, le lieu de sépulture de Richard III demeura un mystère complet. Les livres d'histoire relataient sa mort à la bataille de Bosworth en 1485, dernier affrontement majeur de la guerre des Deux Roses, selon les récits. Sa dépouille fut transportée à Leicester et inhumée sans cérémonie au couvent des Frères Gris. Mais au fil des siècles, le couvent fut démoli et le souvenir de son emplacement exact se perdit dans la légende. Pour le dire gentiment, la tombe du roi était considérée comme perdue à jamais, certaines rumeurs, allant même jusqu'à suggérer que ses ossements avaient été exhumés et jetés dans une rivière. Tout a basculé en 2012 lorsqu'une équipe d'archéologues a entrepris des fouilles dans un lieu des plus improbables, le parking municipal de Leicester. Des cartes historiques indiquaient que la vieille ville se dressait autrefois à cet endroit précis, ses fondations enfouies sous des couches d'asphalte. Rares étaient ceux qui s'attendaient à trouver quoi que ce soit, et encore moins les restes d'un roi anglais disparu depuis longtemps. Pourtant, l'impossible s'est produit. Quelques jours seulement après le début des fouilles, un squelette humain a été mis au jour. Ce que beaucoup ont d'abord négligé, c'est son emplacement dans la zone supposée être le cœur du couvent, précisément là où, selon les archives historiques, Richard III repose, le squelette. Initialement désigné comme squelette, un présentait des caractéristiques qui ont immédiatement attiré l'attention. Il appartenait à un homme d'une trentaine d'années. Richard III avait 32 ans lorsqu'il mourut sur le champ de bataille. Les os étaient couverts de cicatrices de combat. On y a dénombré au moins 10 blessures distinctes, dont 8 au crâne, compatibles avec de violents coups d'épée ou de hallebarde. Le fait le plus choquant est que certaines de ses entailles laissaient penser que son casque avait été arraché à la fin. Cela correspondait au récit macabre de l'époque relatant sa mort violente. Mais l'indice le plus révélateur était la colonne vertébrale. Le squelette présentait une scoliose sévère, une courbure en S prononcée qui aurait entraîné une asymétrie marquée entre ses épaules. Les chroniqueurs de l'époque de Richard le décrivaient comme ayant les épaules asymétriques, un trait que William Shakespeare a par la suite exagéré pour en faire l'image grotesque d'un bossu malfaisant. Les ossements ont révélé la vérité. Bien qu'il ne fût pas le monstre des pièces de théâtre, il souffrait d'un problème de santé important qu'il aurait été impossible de dissimuler. On le constate fréquemment dans la propagande historique, mais ici nous avions la preuve matérielle. La datation au carbone 14 situait les restes avec précision à la fin du 15e siècle. Plus étonnant encore, les analyses chimiques effectuées sur les dents révélaient un régime alimentaire digne d'un roi riche en viande et fruits de mer de grande valeur. Tout semblait concorder. Mais cela ne suffisait pas. Pour que l'histoire reconnaisse officiellement qu'il s'agissait de Richard III, il fallait une preuve irréfutable. Il leur fallait quelque chose de plus convaincant que des ossements et des récits historiques. Il leur fallait de l'ADN, ce que personne ne vous dit. C'est que trouver un lien génétique après 500 ans est quasiment impossible. Le défi était lancé. Relier que squelette antique à des parents vivants et enfin résoudre l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. Les ossements racontaient une histoire fascinante. Mais seul l'ADN pouvait révéler la vérité choquante. Un scandale royal mis au jour. Avec le squelette d'un roi potentiel entre leurs mains, tous les regards se tournèrent vers le laboratoire. Les preuves archéologiques étaient solides, mais le monde exigeait des certitudes. La grande question était, l'ADN extrait d'ossements enfouis depuis plus de 5 siècles pouvait-il vraiment prouver qu'il s'agissait de Richard III? La tâche était pour le moins immense. L'ADN ancien est incroyablement fragile et peut facilement être altéré par la contamination moderne. Mais si cela fonctionnait, la découverte serait historique. Les scientifiques se sont concentrés sur 2 types particuliers d'ADN qui se transmettent de génération en génération presque inchangés, l'ADN mitochondrial ADNMT et le chromosome Y. Commençons par l'ADN mitochondrial. Celui-ci est transmis uniquement de la mère à ses enfants.
Cela signifie que vous, vos frères et sœurs et votre mère partagez tous le même ADN mitochondrial. Des généalogistes ont accompli un véritable tour de force historique en retraçant l'arbre généalogique de Richard III par sa sœur Anne d'York. Ils ont suivi une lignée féminine ininterrompue sur 19 générations couvrant 500 ans et ont découvert 2 descendantes vivantes. Un ébéniste londonien nommé Michael Ibsen et une chercheuse canadienne Wendy Doldig. Il s'agissait des arrière-petites-nièces de Richard III à la 16e génération. Les résultats des analyses en laboratoire ont révélé une correspondance parfaite. L'ADN mitochondrial du squelette était identique à celui de Michael et de Wendy. La probabilité d'une telle coïncidence était infime. C'était le moment que le monde attendait. En février 2013, l'Université de Leicester a annoncé officiellement que les restes étaient sans l'ombre d'un doute ceux du roi Richard III. Affaire classée, n'est-ce pas, loin de là? Voyez-vous, l'ADN mitochondrial ne représentait que la moitié de l'histoire. L'autre moitié allait révéler un scandale inattendu. Les scientifiques se sont alors penchés sur le chromosome I transmis exclusivement de père en fils, en théorie. Le chromosome I de Richard III devrait correspondre à celui des autres hommes descendants de la lignée masculine des Plantagenets. Les chercheurs ont retracé cette lignée jusqu'à Édouard III et ont trouvé des parents mâles vivants principalement issus de la famille Somerset. Ils ont prélevé leurs échantillons d'ADN, effectué les tests et se préparaient à apporter la confirmation finale. Mais les résultats furent stupéfiants, aucune correspondance n'a été trouvée. Le chromosome I du squelette du roi Richard III ne correspondait pas à celui de ses supposés parents mâles vivants. Au lieu de confirmer son identité, le test a révélé un lourd secret enfoui dans l'arbre généalogique royal. Cela signifiait qu'à la 19e génération séparant Richard III de ses proches, s'était produit ce que les scientifiques appellent pudiquement un cas de fausse paternité. Autrement dit, le père officiel d'une personne n'était pas son père biologique. Une liaison royale, un enfant caché, une lignée brisée, les implications étaient explosives. Ce que beaucoup ont négligé, c'est que l'affaire ne se limitait pas à un ancêtre lointain. Ce secret pouvait saper la légitimité de toute la lignée royale. Ce rebondissement choquant ne se contentait pas de remettre en question le passé de Richard, il menaçait l'histoire royale tout entière. Une dynastie bâtie sur un mensonge. La révélation que le chromosome I de Richard III ne correspondait pas à celui de ses supposés parents a suscité une vive émotion au sein de la communauté historique. Si son identité était confirmée par sa lignée maternelle, celle de sa lignée paternelle venait de révéler une faille majeure dans l'arbre généalogique royal. La question n'était plus de savoir si un scandale avait eu lieu, mais quand et où. En effet, le test du chromosome I portait sur des descendants d'Édouard III, un roi ayant régné plus d'un siècle avant Richard. Cela signifiait que la rupture dans la chaîne génétique pouvait s'être produite à n'importe quel moment des générations séparant ces deux rois. Il y avait tellement de possibilités et chacune de ces affaires aurait eu des conséquences dramatiques pour l'histoire. Si la fausse paternité s'était produite tôt peut-être avec l'un des fils d'Édouard III. Cela aurait signifié que toute la prétention des rois plantagenets ultérieurs, y compris Richard, reposait sur un mensonge. Ils n'auraient pas été les véritables héritiers biologiques qu'ils prétendaient être. Par ailleurs, que se passerait-il si la rupture s'était produite bien plus tard dans la lignée familiale des parents vivants qui ont subi les tests? Dans ce cas, la lignée de Richard serait parfaitement légitime, mais la leur serait contestée. Ce que l'on oublie souvent, c'est l'importance cruciale de la lignée pour un monarque. Leur droit de régner, leur autorité divine reposait sur une succession ininterrompue de père en fils. Le plus choquant, c'est qu'un seul cas d'infidélité pouvait, en théorie, délégitimer toute une dynastie. Cette découverte ajoute une dimension ironique à la guerre des deux roses. Ce conflit de 30 ans qui a déchiré des familles et coûté la vie à des milliers de personnes n'avait pour but que de déterminer qui avait la légitimité la plus grande au trône. La maison d'York, la famille de Richard, et la maison de Lancastre font toutes deux remonter leurs origines à Édouard III. Elles se sont livrées à des massacres pour se disputer la succession. Et aujourd'hui, 5 siècles plus tard, la science moderne suggère que l'idée même d'une lignée plantagenet pure et ininterrompue n'était peut-être qu'une pure illusion. Il se pourrait qu'ils se soient disputé une couronne à laquelle, génétiquement parlant, aucun des deux ne pouvait prétendre pleinement. Les historiens se mirent à éplucher les archives et les rumeurs oubliées à la recherche d'indices. Les soupçons se portèrent sur des figures clés comme Jean de Gand, fils puissant d'Édouard III, dont les descendants formèrent la maison de Lancastre.
La rupture aurait-elle pu se produire avec lui, ou peut-être même avec le propre père de Richard duc d'York? Dès le 15e siècle, des rumeurs circulaient selon lesquelles la mère de Richard Cicely Neville aurait eu une liaison pendant que son mari était à la guerre. Si le père de Richard n'était pas celui qu'il prétendait être, alors Richard III n'a jamais eu de véritable droit au trône. La preuve d'un secret était inscrite dans l'ADN, mais les détails, qui, quand et où, restaient désespérément inaccessibles. Un scandale fantôme hantait les pages de l'histoire. Mais l'ADN n'était pas la seule chose que les ossements révélaient sur le roi. Le vrai visage d'un roi. Tandis que le monde entier s'agitait au sujet du scandale royal dissimulé dans les gènes du roi. Le squelette lui-même murmurait des secrets qui séparaient le mythe de l'homme. La révélation de l'ADN était certes choquante, mais elle ne représentait qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Un puzzle qui a contraint les historiens à reconnaître à quel point des siècles de légendes s'étaient révélés erronés. Pour ceux qui se demandaient s'il s'agissait d'une vaste supercherie ou d'un coup médiatique exagéré, la vérité était là inscrite dans les ossements. Les preuves matérielles n'ont pas seulement confirmé son identité, elles ont complètement bouleversé la légende de Richard III. Commençons par ce fameux bossu. Grâce à Shakespeare, le monde a perçu Richard comme un personnage pervers et maléfique, son apparence extérieure reflétant sa supposée corruption intérieure. Mais lorsque les scientifiques ont examiné sa colonne vertébrale, leurs découvertes furent à la fois fascinantes et tragiques. Oui, il souffrait d'une scoliose sévère apparue à l'adolescence. Sa colonne vertébrale était fortement courbée vers la droite, ce qui rendait une épaule plus haute que l'autre et le faisait paraître plus petit de quelques centimètres, mais il n'avait pas l'apparence grotesque qu'on nous avait décrite. Son état ne l'aurait pas handicapé ni empêché de mener ses hommes au combat. En réalité, ses os révélaient de solides insertions musculaires, signe d'un combattant actif et physiquement robuste. Ce qui avait jadis servi de preuve de sa perversité s'avéra n'être rien de plus qu'une maladie. Ses ennemis ne s'étaient pas contentés de le tuer. Ils avaient perverti son corps pour en faire une métaphore du mal. Puis il y avait ce véritable journal chimique dissimulé dans ses os et ses dents, grâce à l'analyse isotopique. Les scientifiques ont retracé son parcours où il avait vécu ce qu'il mangeait et même sa consommation d'alcool. Les découvertes étaient stupéfiantes. Enfant, Richard avait déménagé à travers l'Angleterre au gré des fortunes changeantes de sa famille durant la guerre des Deux Roses. Mais une fois sur le trône, son régime alimentaire changea radicalement. Il vécut comme seul un roi pouvait le faire. Ses repas étaient composés de viande de luxe signe grue, venaison, et l'analyse isotopique révéla une consommation d'alcool stupéfiante. D'après les rapports carbone-azote, les chercheurs estimèrent qu'il buvait environ une bouteille de vin par jour durant ces dernières années. Ce détail à lui seul ne révélait pas seulement les excès de la royauté. Cela prouvait qu'il s'agissait d'un homme au sommet de la société menant une vie fastueuse digne d'un souverain. Mais la découverte la plus troublante venait peut-être de son visage. À partir d'un scan 3D du crâne des experts médico-légaux, l'on reconstitué pièce par pièce, superposant numériquement muscles, peau et expression jusqu'à ce qu'un visage émerge du passé. Ce qui apparut n'était pas le monstre ricanant immortalisé sur scène, mais un homme posé et intelligent à l'air légèrement las. La ressemblance avec les premiers portraits de Richard III était frappante, presque troublante, et l'analyse ADN a permis de préciser encore davantage le portrait. Il avait probablement les yeux bleus et enfant des cheveux blonds clairs qui ont foncé avec l'âge. Pour la première fois en 500 ans, on pouvait regarder dans les yeux d'un roi longtemps vilipendé comme un meurtrier et y voir non pas une caricature mais un être humain. Puis vint la révélation la plus brutale de toutes, les circonstances de sa mort. Ses ossements ont enregistré chaque instant de son ultime bataille à Bosworth en 1485, où il affronta les troupes d'Henri Tudor. Son squelette portait 11 blessures dont 9 à la tête. 2 coups furent mortels sur le cou. L'un lui arracha une partie du crâne. L'autre enfonça une lame profondément à la base du crâne, le tuant probablement instantanément. Son casque avait été arraché, le laissant sans défense. Le reste des blessures laissait supposer qu'il avait été encerclé lors d'un combat à pied et abattu dans une mêlée chaotique. Après sa mort, l'humiliation s'ensuivit. Son corps fut dépouillé, peut-être jeté par-dessus un cheval, puis enterré à la hâte sous ce qui allait devenir un parking à Leicester. Et pourtant, ses ossements déchirés, brisés et enfouis dans le silence racontaient une histoire plus puissante que n'importe quel mythe. Il révélait un homme qui avait combattu jusqu'au bout.
Non pas le tyran lâche de la légende, mais un roi guerrier trahi par le destin. Les vainqueurs ont peut-être écrit l'histoire, mais les ossements ont révélé la vérité. Cette incroyable découverte nous amène à nous interroger si la lignée royale elle-même repose sur un secret. Cela change-t-il la légitimité du pouvoir? Partagez vos réflexions ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.